Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être au rendez-vous de notre programme sur la chaîne Kazadinké TV, la première chaîne culturelle de Barantokunda. Natélé, ce soir, notre premier numéro de l'émission La Découverte nous amène à découvrir un jeune talent, un jeune Goudompois, talentueux. Il se nomme Yankouba Badji. Bonsoir Yankouba Badji. Bonsoir Monsieur Papa Alassane Sadio. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce premier numéro de l'émission La Découverte. La Découverte est une émission qui nous permet de découvrir des personnages, de discuter de leur parcours professionnel et social. Donc Yankouba Badji, vous êtes artiste peintre, vous êtes acteur principal du film Tilokoto, né et grandi à Goudomp. Vous vivez actuellement en France, à Paris. Vous êtes Yola d'ethnie. Dites-nous au fait qui est Yankouba Badji. Pour nous qui ne connaissent pas Yankouba Badji, qui est Yankouba Badji? Merci beaucoup. Avant tout d'abord, j'aimerais ici dire merci beaucoup pour cette belle initiative d'invitation de Kazadinké TV. Et aussi dire... je salue en passage tous les téléspectateurs de Kazadinké TV, qui est normal. Je suis monsieur Yankouba Badji, né à Goudomp, natif d'ici. Et actuellement, on vit en France grâce aussi à notre travail artistique. Et on est aussi le protagoniste du film de Tilokoto, produit par Damou et Deux Frères, et aussi l'accompagnement de 3B Productions, Rachid Boucharet, basé à Paris, et qui nous a accompagnés pour pouvoir finir le film en route, le film qui s'appelle Tilokoto, comme son nom l'introduit. Mais merci beaucoup d'être là avec vous, parmi vous ce soir. Vous étiez à la une des actualités artistiques en France. Comment vous étiez arrivé à ce stade? Comment ça s'est arrivé? Être à la une des actualités artistiques en France. En réalité, on était des jeunes artistes qui vivaient entre la Gambie, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Un peu partout en Afrique. On a pas mal fréquenté des pays en Afrique. Et après, on est revenu ici en Casamance pour continuer notre travail artistique. À l'époque, les gens nous justifiaient comme des fous, des malades dans le quartier ou dans le village. On a tout assumé et tout ça. Et pour nous, c'était des petites graines qu'on semait en réalité. Qui vont pousser. Qui vont pousser seuls. Qui ont poussé aujourd'hui. Qui ont poussé aujourd'hui, sans même qu'on les arrose, ils sont poussés seuls. C'est parce que c'est le travail qui paye et nous on y croit. Parce qu'à un moment donné, on était plusieurs personnes pendant le tournage. Mais à un moment donné, moi je suis resté avec Sophie Bassolier pour continuer à faire le film. Mais elle me disait toujours, on sème des graines, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va pousser. Vous étiez le premier natif du département de Barantokunda, plus particulièrement de la commune de Goudomp, portant les titres artistiques à être à la une des actualités en France, à ma connaissance. Comment vous avez vécu ce moment et comment vous le vivez actuellement? Ces moments-là, on les attendait... En réalité, on les attendait avec beaucoup de patience et beaucoup de courage parce qu'on y croyait en réalité. Parce qu'on a travaillé pour, on a bossé pour.
Et du coup, ça n'a rien changé dans notre vie. Parce que tous les prix qu'on a, on pensait qu'on a fait pour. Parce que si on n'a pas bossé pour, on ne devait pas avoir tout ce succès-là. Et à la fois, même si on est aujourd'hui dans l'histoire de Goudomp, un jeune artiste qui fait sa vie en Europe, interviewé dans tous les grands plateaux télévisés, ça ne nous change pas le moral et ça ne nous change pas la vie. Parce que pour nous, la personne, il faut rester lui-même. Et on pense que c'est un immense plaisir de faire partir des zones de Goudomp aujourd'hui qui a aussi autant de succès. Mais c'est succès pour nous. Le respect, c'est du réciproque en réalité. Et tout ce succès-là, pour nous, ce n'est pas notre succès à nous, mais c'est le succès de toute Goudomp. C'est toute Balantokunda qui bénéficie de tout ça. Mais nous, en question, en réalité, non, ce n'est pas nous. Donc ça ne change rien de votre vie? Non, franchement, en réalité, ça ne change rien de notre vie, de notre comportement, de notre pensée, de notre manière de voir les choses. Ça ne change rien du tout. Vous avez eu à faire des tentatives pour la traversée méditerranéenne. Combien de fois et comment ça s'était passé? Oui, monsieur Pape, c'est une question pertinente. Cette question-là me frappe. Et il me frappe dur. Parce qu'en réalité, on a vécu des choses qui sont terribles. Si aujourd'hui, nous, avec l'équipe de Thilo Koto, on a essayé de faire des carnavals de la sensibilisation de la jeunesse africaine, c'est parce que pour nous, c'était réel. Ce n'était pas un film de fiction qu'on tournait, mais c'est plutôt un documentaire réel. C'est le parcours du combattant, d'une personne qui est suivie, qui était filmée au début en Tunisie, filmée en Tunisie, dans des conditions terribles aussi. Mais à la fin, on est revenu en Casamance pour tourner la deuxième partie du film, ici. Mais je peux vous dire ici, et témoigner, et dire à la jeunesse africaine qu'on tient à notre jeunesse, et on croit à notre jeunesse. On pense qu'il est temps pour nous de dire notre destin, il est là, dans notre propre main. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Personne. Donc, personne ne viendra changer l'Afrique à notre place, c'est au mot de Tiken Jah Fakoly. Parce que Tiken Jah Fakoly, c'est un grand frère, c'est ton idole. Oui, j'ai vu une des photos de vous et Tiken Jah Fakoly à Paris. C'était à Paris. C'était à quelle occasion? C'était l'occasion là où il faisait son tournée qui s'appelait Le Monde des Sots. C'était son tournée internationale qui disait Le Monde des Sots. Et vu que nous, on a beaucoup écouté Tiken, à Bazaz, on écoutait Tiken. Et à l'époque, les gens nous prenaient comme des petits rastamans dans le quartier parce que à l'époque, tous ceux qui écoutaient le reggae musique, pour eux, c'est des petits vagabonds dans le quartier, tout ça. Mais en réalité, au fond du truc, Tiken Jah Fakoly, c'était un porteur de voix, c'était un ambassadeur de l'Afrique, de toute une Afrique noire, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, nous, notre traversée de la Méditerranée, on a tenté 4 fois la traversée de la Méditerranée. La première fois, on a passé 5 heures de temps dans la Méditerranée et on était repris par des gardes maritimes libyens, en 2 mots, qui se disent... C'était votre première tentative? Notre première tentative, on a fait 5 heures de route dans la Méditerranée et on était récupéré par la marine libyenne. Mais en réalité, c'était la mafia libyenne. C'était pas... Pourquoi la mafia? Parce que la Libye, jusqu'à là où on vous parle, monsieur Papa Alassane Sadio, la Libye, c'est un pays complètement déconnecté.
un pays qui est en guerre, qui a eu beaucoup de souffrances après l'assassinat Du président Kadhafi. du président Mohamed Gaddafi. La Libye est devenue un pays de mafia. Il n'y a plus de gouvernement. Il y a le gouvernement de Azawad, il y a le gouvernement reconnu par l'opinion internationale qui est à Misrata ou à Tripoli. Il y a un autre gouvernement à Benghazi. Il y a un autre gouvernement à Zabrata. Il y a un autre gouvernement à Zavia. Il y a un autre gouvernement à Sabaha. Et donc, du coup, il n'y a personne qui gouverne en réalité. Donc, il n'y a pas de prison officielle de l'État. Donc, tout ce qui nous capte dans la Méditerranée, c'était la mafia libyenne en réalité. On a passé nos séjours en prison et on a réessayé encore. Jusqu'à 4 fois. Mais pour vous dire la vérité, monsieur Papa, en prison, si le prix du pétrole est augmenté, le prix des Africains noirs en prison en Libye s'est augmenté. Ça varie. Ah bon? Ah oui. Donc on compare les Africains au prix de... On était plus cher que la drogue. Ah. C'était l'esclavage moderne. C'était, en réalité, c'était pur que l'esclavage de la traite négrière. La commerce triangulaire, l'esclavage en Libye, c'est encore pur. Parce qu'en réalité, moi je suis parti à l'île de Gorée, pour aller visiter La maison des esclaves. la maison des esclaves. On me disait, monsieur, vous voyez cette chambre-là, c'est là où on a mené tous les esclaves capturés de l'Afrique de l'Ouest. Mais en réalité, ici, c'est une salle de posage. Poseuse. Donc, tous les esclaves qui n'avaient pas beaucoup de force et tout ça, ils seront obligés d'être enfermés dans une autre chambre qui va être une salle de redonner la force aux esclaves pour mieux bosser. Bon, ils sont obligés de les donner des niébés. Les niébés, en temps réel, c'est l'haricot. Mais nous, en réalité, en Libye, c'était le contraire. Au lieu qu'on nous donne la force pour mieux aller bosser en Europe, mais on était complètement dégraissés. Complètement dégraissés parce qu'on mange mal, on dort mal, on n'a pas de l'eau à boire. On est obligé d'aller voler de l'eau de la mer en cachette la nuit vers 5h, 3h du mat. On a épuisé de l'eau dans la mer qui n'est pas autorisée à aucun Africain noir vivre au bord de la mer pour la traversée de la Méditerranée. On n'a pas de l'eau pour boire, ni cuisiner, pas de l'eau potable, ni se laver. À un moment donné, tu n'as même pas de chaussures à porter, tu n'as même pas d'habits, tu n'as pas de couverture. Wow. C'était la galère totale. Et du coup, parfois, tu as même des sous pour acheter la bouffe. Tu n'as même pas de quoi s'acheter comme bouffe. Parce qu'en réalité, on est des milliers de jeunes Africains qui viennent partout en Afrique. Par exemple, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Cameroun, le Mali, Burkina, le Niger, le Libéria, même les Bangladesh, des gens qui viennent dans des îles du Comore, les Comoriens. Même parfois, on a des Congolais. Pour te dire, en réalité, c'était un traite d'esclavage moderne très très bien organisé par nos frères africains. Les Libyens. Par la complicité de nos propres Africains noirs. Si on est devenu des marchandises à Libye, parce que nos frères africains noirs, c'est eux
qui nous invitent à venir. Et en réalité, ils nous raquettent. Et après, ils vous vendent. Qui nous vend comme de l'arachide à Sonacos, par exemple. Comme du koutia au Marseille. Comme de l'oseille. Des petits pains. Des petits pains. C'est du gagne-pain en réalité. J'ai traversé la première fois, je suis passé en prison. La deuxième fois, j'ai traversé, la mer n'était pas bonne. Il n'y avait pas une bonne temps. Ce jour-là, la mer était complètement défoncée. Et moi, j'ai décidé de dire, le capitaine de notre bateau, de dire, monsieur, vous savez quoi, on fait demi-tour. Sinon, il y aura des centaines de morts. Je l'ai fait, c'est parce que je voulais sauver beaucoup de vies. Et arrivé à Libye, tous mes amis dans le bateau, ils ont fui de leurs responsabilités. Pourquoi fuir leurs responsabilités? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils pensaient qu'ils vont tous les tuer. Ils disent que personne disait oui que le bateau retourne à Libye. J'étais la seule personne de dire bah, il faut qu'on fasse un demi-tour parce que sinon on va tous mourir. Et arrivé à Libye, ils ont tous fait leurs responsabilités. Ils disent c'est moi, c'est M. Badji. Qui l'a dit? Qui l'a dit. J'étais ciblé donc? J'étais le cible. Non seulement on était 153 personnes dans le bateau, mais tout le monde fuyait ses responsabilités. Tout le monde disait c'était moi. Et puis tu as eu à assumer ta responsabilité donc? J'ai assumé ma responsabilité, on m'a battu à mort. Wow. Les Libyens m'ont battu à mort par la complicité de mes propres frères africains. Non seulement je voulais sauver des vies, c'était ma deuxième voyage. Je voulais sauver des vies. Et après, on me colle de motifs parce qu'ils ne sont pas rentrés en Italie. C'est à cause de moi. Et en réalité, eux, ils ne voyaient plus revenir en Libye, juste avancer pour aller en Europe. En réalité, tout le monde a eu peur parce que la mer, le temps n'était pas bon. Parce qu'on monte dans des zodiacs, c'est des plastiques construits avec des contreplaqués. Tout le monde a eu peur de sa vie. Et moi, j'ai dit, bah écoutez, vu qu'on a vu l'état de la mer, on ne pouvait pas continuer comme ça. On risque de couler. Qu'est-ce que vous pensez, les frères africains? Parce qu'il y avait tout. Il y avait même des Bangladais dans notre bateau. Tout le monde disait, on préférait retourner à Libye. Et là, on arrive à Libye, tout le monde dit, non, c'est moi. On m'a battu à mort. Et on t'a collé le chapeau quoi? On m'a collé le chapeau. Je l'ai assumé. On m'a battu jusqu'à un moment donné, ils pensaient que j'étais mort. On m'a jeté dans le désert. Je me suis réveillé. Après qu'on m'a abattu à mort, je suis réveillé 5 heures plus tard. J'ai fait la marche seule. Je ne pouvais même plus marcher. J'ai rampé, jusqu'à arriver dans une prison à ciel ouvert. Parce qu'en réalité, on vit dans des prisons à ciel ouvert. On n'a même pas le droit d'aller s'acheter de la bouffe dehors. Donc on était dans un cours qu'on n'a même pas le droit de sortir. Donc c'est une prison à ciel ouvert en réalité. C'était mon deuxième voyage. Mon troisième voyage, encore la traversée de la Méditerranée. On est parti. On a roulé juste quelques heures, même pas 2 heures. Il y avait des petits groupes de mafia que les Libyens disent les Asma Boys. Asma Boys en arabe, c'est des zones du quartier, des zones terribles du quartier, qui font aussi des navettes dans la mer parce qu'ils volent les machines, les machines qui nous font voyager en Italie. Et les bateaux, comme ça coûte cher, on nous prend, ils nous foutent dans leur petite mer de prison là.
Et les Asma Boys nous ont récupérés dans la mer, ils ont récupéré notre machine, ils nous ont laissé patiner avec les vagues. Dans la mer? Dans la mer. Il n'y a plus de machine, il n'y a plus de moteur. Ils ont récupéré notre moteur, ils nous ont laissé là. C'était mon 3e voyage. Échec encore. Et vous êtes retourné encore à la base? On était resté dans la mer jusqu'à le lendemain. Patiner. Et on était récupérés. Vu qu'ils ont lancé beaucoup de bateaux ce jour-là, et il y avait 17 bateaux qui étaient partis. Mais notre bateau à nous, on a récupéré la machine, on a navigué toute la nuit artificiellement par l'accompagnement des vagues. Et on est revenu tout tranquillement jusqu'à la base. C'était la 3e tentative. La 4e tentative, ce jour-là, il y avait 21 bateaux qui est parti. 21. Et chaque bateau, il y a au moins plus de 150 personnes. Parce qu'on est paqueté, bien boîté comme des boîtes de sardines. En réalité. Nous, on n'aime pas dire le mot les migrés. Parce que pour nous, en réalité, si on dit on est migré, c'est au conditionnel. On ne sait même pas la personne qu'est-ce qu'il va devenir. Mais pour nous, on n'est pas des migrants, mais on est des voyageurs peut-être? On est des voyageurs, on est en famille. Donc on n'est pas des migrés. Et du coup, ce jour-là, moi et ma famille en bateau, on a fait 4 jours dans la Méditerranée. Et ça a échoué. Vous êtes encore revenu à la base? En réalité, on a croisé des pêcheurs espagnols dans la mer. Ok. Qui nous disaient, où allez-vous? On disait, on voulait aller en Italie. Et on disait, vous êtes dans des eaux internationales, on appelle la Croix-Rouge pour vous. Voilà notre sens. Voilà ce qui nous ont sauvé la vie. Même si on n'est pas arrivé en Italie. En Italie. Ouais. On dit, quel bonheur. Tout le monde était heureux. Parce qu'on était tous crevés. On est resté 4 jours. Nous, on est restés debout. Parce qu'en réalité, dans le Zodiac, il y a d'autres qui se restent assis, qui ne pouvaient même plus se lever. Parce qu'on est paquetés comme des sardines. Ouais, fatigués. Il y a d'autres qui sont restés debout. Ils ne pouvaient même pas avoir de la place pour s'asseoir. On est crevés. 24 heures sans manger, ni boire, ni faire la douce. 48 heures sans manger, ni boire, ni s'asseoir, ou ni se lever. 72 heures, pareil. Ça nous restait comme ça. Ça. Pour qu'on perde tous la vie. Parce que le mauvais temps arrivait. La mer devait changer de couleur. Donc cela veut dire que l'arrivée de la Croix-Rouge était à l'heure exacte? C'était même pas la Croix-Rouge qui est venue nous prendre. Parce que ces pêcheurs espagnols, ils nous ont dit on appelle la Croix-Rouge. SOS Méditerranée, pour qu'ils viennent vous prendre. Avec les Médecins sans frontières. Ils ont appelé, ils ont su qu'ils ne sont plus dans la mer. Ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'endroit le plus proche, ils ont appelé la Tunisie. Et la Tunisie a envoyé la marine nationale tunisienne pour venir nous récupérer dans des eaux internationales qui n'est pas tunisienne, qui n'est pas africain. On n'était plus en Afrique. On n'était plus en Afrique, on était déjà en Italie. On a passé 3 jours en Italie, dans des eaux internationales. Ouais. Ce qui n'était pas logique. Donc il y avait la complicité des frères africains, donc bien la sûr. Tunisie et puis... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc vous êtes revenu à la base encore? On est revenu à la base. Mais on n'est pas reparti en Libye. Cette fois-ci, on nous ramène dans un centre qu'on dit le centre Al-Khamdi de Megdine. Megdine se trouve en Tunisie, dans le sud de la Tunisie.
on nous ramène là. Pour être emprisonné ou bien? On peut dire que c'était des prisons à ciel ouvert en réalité, parce qu'on n'a pas beaucoup de droits. Hein. On n'a pas aucun droit en tant qu'Africain. Sur terre africaine, on n'a même pas beaucoup de droits. Parce qu'on avait quoi dans la cour, on n'avait même pas plus de 25 mètres carrés. On reste là, c'est là où on joue nos foot, c'est là où on communique, c'est là où on prépare, c'est là où on fait tout, quoi. Et on est des centaines de personnes. Des centaines. Qui est le producteur du film Tilokoto? Bon, en réalité, le film de Tilokoto, au début, il était produit par la production qui s'appelle Damou et d'eau fraîche. Damou Et d'eau fraîche. de fraîche. Damou comme amour. En bambara. En bambara. Damou, c'est l'amour. Damou et d'eau fraîche. Qui ont commencé d'abord à lancer le sujet. Parce qu'en réalité, ils sont venus en Tunisie pour faire d'abord un repérage. C'est là où moi, on m'a repéré. Après qu'ils ont interviewé des dizaines de personnes africaines dans le centre. Une fois au retour à Paris, ils ont visionné, ils ont trouvé que moi, mon récit, il était intéressant. Ça concorde donc. Ça concorde avec leur sujet. Ils m'ont proposé, si ça me dit, d'être le protagoniste du film de Tilokoto. Parce qu'en réalité, au début, le film Tilokoto, il se nommait Le dernier poste n'a pas de costume. Le dernier poste n'a pas de costume. Donc pourquoi changer Tilokoto? Parce que Tilokoto est arrivé. Oui, tu sais, dans la vie, pas. La nature, elle est très, 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 très bien faite. Ouais, ouais. Parce qu'au début, le but, c'était me filmer moi et aussi notre ami, notre père, notre frère, qui s'appelle Samsidine Mazouk. C'est lui qui s'occupe le cimetière des inconnus en Tunisie. Il est un bénévole qui travaille uniquement de ramasser des cadavres sur la place des frères africains qui ont essuyé entre la Libye et l'Italie. Et parfois, les vagues les ramènent jusqu'en Tunisie. Et lui, il a décidé de prendre en charge ces personnes inconnues, de les enterrer dignement. Donc au début, c'était son message à lui. Voilà comment il avait nommé le film. Quel est le message que vous avez à lancer pour la jeunesse grompoise étant un fruit de l'art Yankuba aujourd'hui? Quel est votre message pour les jeunes artistes du département étant un exemple aujourd'hui? On peut dire que c'est le travail qui paye. Et en choisissant d'être artiste, nous on ne sait pas trop, mais on pense que c'est beaucoup d'engagement d'abord de ce qu'on fait et ce qu'on y croit. Je les envoie plein de courage, plein d'énergie, parce que le chemin d'un artiste, il est long. Il est long et dur. Quel est votre dernier mot? Là, aujourd'hui, mon dernier mot, c'est vous dire que très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'être fils de Goudomp qui bouge dans le monde artistique qui n'est pas facile parce que c'est un monde très complexe. Et en passage, je dirais aussi merci beaucoup à ma maman et mon père qui m'ont mis au monde. Et tous les bons amis de bonne volonté, de grand cœur qui nous accompagnent dans nos projets. Mais comme je le disais tantôt dans le début
de l'interview, il faut oser semer des graines et ils pousseront seuls. Ok, merci mesdames et messieurs, merci. Là, l'émission tire à sa fin. Donc, je vous dis de rester connectés. L'intégralité du programme sur notre chaîne YouTube, Kazadinké TV, la première chaîne culturelle de Balantakunda, na télé. Donc, pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de notre émission, La Découverte. Et merci. Et au revoir, Yankouba Badji. Merci.